Bonjour à toutes et tous, et merci à tous ceux qui ont, toutes celles et tous ceux qui ont organisé cet événement de fraternité. Pour pas qu'on se répète, je vais essayer de dire des choses différentes que ce que j'ai l'habitude de dire, puisqu'avec Bruno et Annie, on est des compagnons de mémorial, j'allais dire, autour de François. Il y a un an à peu près, nous avions organisé ensemble au théâtre de l'Odéon, là ça n'avait pas pu être filmé, cet hommage avec toutes sortes de voix et de polyphonie autour de ce que nous appelons notre lieu commun. François Maspero, que ce soit le libraire, que ce soit l'éditeur, que ce soit l'écrivain, que ce soit le traducteur, et pour certains d'entre nous aussi l'ami, c'est notre lieu commun. Ce mot dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire un endroit, un nom, une œuvre, un imaginaire, où se mêlent la poésie et la politique, où nous nous retrouvons, où nous nous croisons ensemble. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi qui suis de la génération juste en dessous, ce lieu, c'est quelque chose de très concret. Ça a été notre université populaire, ça a été un endroit où nous allions trouver des livres, lire des livres, chercher des livres. Mon premier livre de politique est un livre aux éditions Maspero, acheté à la librairie Dominique, au centre d'Alger, librairie qui était liée à la gauche algérienne, dont d'ailleurs le tenancier a été assassiné pendant les années noires, et c'était la petite brochure « Le socialisme et l'homme à Cuba » de Che Guevara. J'avais 13 ans. Et ensuite, quand je revenais en France pour aller voir mes grands-parents maternels à Nantes, je m'arrêtais toujours, adolescent, curieux du monde, curieux de tout ce qui ébranlait le monde, je m'arrêtais à la librairie Maspero, où je ne pouvais pas, n'avais pas les moyens d'acheter tout ce qui me faisait plaisir. Je ne volais pas, et je suis d'accord avec François Maspero pour dire qu'il faut souffleter, voire faire plus. Tous ceux qui le disent en rigolant, combien ils se sont servis. Mais quand je dis c'était une université populaire, on n'imagine pas, et c'est en sens que les libraires ici présents sont au cœur de cet idéal, tout ce que nous feuilletions, tous les journaux, bref, cette diversité du monde. François avait ses convictions, avait son propre chemin, et en même temps, il a été politiquement profondément libéral. Le libéralisme ne doit pas être laissé à ceux qui le traduisent en marchandises. C'était un homme qui n'a jamais été sectaire, il a pu être intransigeant, mais il ne rejetait pas, et il a accepté dans ce lieu qui était cette librairie, où étaient aussi les propres livres qu'il éditait à son enseigne, toute cette diversité du bouillonnement de cette époque, y compris les diversités qui étaient pour certaines très sectaires et très intolérantes. Je voudrais dire combien faire ça à Lausanne, pour moi, ça convoque des souvenirs. Je dis ça pour Nils Anderson qui est là. Je le lui ai dit tout à l'heure, la revue Révolution, dont il parle dans ses mémoires, et qui faisait avec Jacques Vergès, et qui était formidablement bien mis en page, qui était donc dans cette mouvance pro-chinoise de l'époque, l'un de ses derniers, avant-derniers ou avant-dernier numéros, avant qu'elle s'arrête, et qu'elle s'arrête justement parce que ce numéro avait été saisi, et il avait été saisi, même Jacques Vergès ne se souvenait pas de ce rendez-vous, il faut dire que son évolution politique rendait sa mémoire un peu confuse. Il a été saisi à cause d'un article qui était formidablement bien illustré sur les urnes où on faisait voter les morts dans les colonies françaises, notamment à La Réunion, qui était le territoire de Michel Debré. Cet article était signé Alain Plenel, mon père. Quand mon père a décidé de rompre avec la France et de s'exiler, comme certains hommes de gauche ont pu faire cela, donc de se mettre en congé de l'administration française et de choisir finalement un exil en se mettant au service de la jeune République algérienne, il est passé par, ici même, il est passé par la Suisse pour
Il était interdit de quitter le territoire français par une interdiction administrative. Donc il a pris une petite route et c'est de Suisse qu'il a rejoint Alger. Je dis ça de façon, je pourrais continuer et dire que mon itinéraire personnel, dans le cadre de cette empreinte familiale, est l'itinéraire que convoque la figure de Frantz Fanon. Vous verrez les lettres à l'exposition de François autour de l'édition des œuvres de Frantz Fanon. Frantz Fanon, jeune Martiniquais, soldat de l'offensive, de la Martinique à l'Algérie, en passant par l'hôpital psychiatrique de Blida. Mon histoire personnelle, mon pays d'enfance c'est la Martinique, mon pays de jeunesse c'est l'Algérie, rejoint tout cela. Bon, tout cela pour dire que nous ne sommes pas face à des histoires mortes, et quelle que soit la diversité de nos âges, nous sommes dans des histoires vivantes. Et c'est là où je voudrais dire que tout ce que nous faisons autour, et ce qu'a organisé autour de Bruno et de tous ses amis, ce livre, Paysage humain, en reprenant un poème de Nazim Hikmet, n'est pas, non seulement ce n'est pas une histoire morte, mais ce n'est pas une histoire d'anciens combattants. Je pense que ce qui nous est légué là, c'est des souvenirs pleins d'à présent. C'est un passé plein d'à présent. C'est l'actualité du passé, de façon très benjaminienne, hein, ce qu'a écrit Walter Benjamin dans ses thèses sur le concept d'histoire en 1940. L'histoire n'est pas écrite. L'histoire, comme disait dans un éclair, dans une correspondance Friedrich Engels, l'histoire ne fait rien. Ce que nous a appris le XXe siècle dans ces catastrophes, c'est que justement, il n'y a pas d'histoire cumulée, il n'y a pas de progrès, hein, où il y aurait des étapes, où de toute façon il y aurait des lendemains qui chantent. Non, il y a progrès et régrès. Il y a possibilité d'émancipation, possibilité de catastrophe. Il y a l'éternité de la rébellion contre l'injustice. Nul hasard si, au moment où la catastrophe européenne commence, le premier geste dans sa rupture avec la social-démocratie qui se convertit à l'ordre établi, à l'union sacrée, de Rosa Luxembourg et de convoquer la figure de Spartacus. C'est-à-dire simplement ce moment où l'on dit non, où l'on se révolte et où l'on refuse ce qui est de l'ordre du fait accompli. Donc la première, pour moi, leçon de cette histoire, la première actualité de cette histoire, c'est dire non. Et ça vaut toujours. Il n'y a pas à déplorer que les noms d'aujourd'hui seraient plus difficiles que les noms d'hier. La génération de François, la génération de Niels a émergé comme citoyens conscients, prenant leurs responsabilités dans une époque où ils étaient ultra minoritaires, où ils travaillaient sur leurs épaules des drames, y compris des drames intimes, des drames familiaux. Il suffit de se souvenir de l'histoire de François, de son père, sa mère déportés, de son frère résistant, tué, etc. Et donc, nous n'avons aucune excuse aujourd'hui à essayer de dire c'est plus compliqué qu'hier. Bien au contraire, bien au contraire. Nous avons autant d'opportunités, autant de nécessités, autant de devoirs de dire non, c'est-à-dire de dire non sans calculer. Ces hommes, ces femmes qui ont dit non dans la solidarité avec les luttes coloniales, dans la solidarité avec le refus des dictatures, dans la solidarité avec les luttes sociales dans leur diversité, ces hommes, ces femmes qui ont dit non ne calculaient pas. Ils ne savaient pas s'ils seraient victorieux. Ils ne parlaient pas le langage des vainqueurs. Ils étaient dans la mémoire des vaincus. Ils ne voyaient pas 1945, la fin de la guerre, comme une victoire. Ils se souvenaient de ceux qui avaient été vaincus. Et c'est ce souvenir des vaincus qui leur donnait des possibles, qui leur donnait des devoirs, qui leur donnait des espoirs à relever. Premièrement, dire non. Deuxièmement, ne pas avoir peur d'être minoritaire. Il y a dans la vitrine de l'exposition, que si vous n'avez pas été la voir, vous allez voir, ces mots de Jean Richard, que je voudrais citer donc au nom des éditions d'en bas. En 30 ans, les éditions d'en bas, attentives aux processus déstructurants à l'œuvre dans nos sociétés et dans nos vies quotidiennes, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Il y aura toujours une répétition des logiques de puissance qui sont des logiques irresponsables, qui détruisent le tout vivant du tout monde, qui détruisent aussi la richesse de l'homme, qui l'exploite.
eh bien, les éditions d'en bas, Attentives, etc., restent convaincus que les livres, ces œuvres de l'esprit, mobilisent, diffusent la puissance créatrice et généreuse des luttes minoritaires comme levier des transformations politiques, économiques, sociales et individuelles. La question des minorités est une question très importante. Non, l'idéal démocratique, entendu comme idéal démocratique et social, nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de croyance, d'apparence, de sexe, cet idéal toujours actuel, toujours infini, toujours renouvelé, cet idéal signifie qu'un idéal démocratique, ce n'est pas la loi de la majorité. La loi de la majorité est toujours, un jour ou l'autre, la fin de l'espérance. Bien au contraire, les majorités, elles sont toujours repues, elles sont comme les parvenus, elles sont arrivées en place et elles veulent que leurs avantages conquis ne soient pas remis en cause. Ce sont toujours les minoritaires. Dans le domaine des avant-gardes littéraires, des avant-gardes créatrices, des avant-gardes politiques, des avant-gardes de tout ce que peut inventer l'humanité, ce sont toujours les minorités qui ont à nous apprendre. C'est en nous préoccupant des minorités, qui ne sont pas un chiffre, qui ne sont pas un nombre, qui sont un statut. Le monde ouvrier a été construit en minorité sociale. Il a fallu qu'il se batte pour demander à avoir ses propres représentants. Les femmes sont encore aujourd'hui construites comme minorités. Les minorités sexuelles existent toujours et sont niées dans leur combat. De la même manière que toute la diversité de nos peuples, la diversité liée à la façon dont nous sommes projetés sur l'humanité, sur les autres humanités, eh bien sont là et se construisent aussi dans leurs revendications, comme les ouvriers, comme les femmes à un moment, ils disent « vous ne devez pas parler en notre place, nous devons parler nous-mêmes » et c'est ce que font tous les jeunes qui aujourd'hui se mobilisent, se politisent sur les questions de discrimination, sur les questions d'islamophobie, sur les questions de persécution liées à l'origine et à la croyance. Les minorités. Et ne pas être inquiet d'être minoritaire, se dire que ce sont des combats qui font les chemins du futur. Enfin, troisièmement, et c'est ce que montre l'histoire des éditions de la Cité, l'histoire de notre présence ici, l'histoire de cet univers, de cet immense archipel que fut l'itinéraire de vie de François Maspero. Itinéraire de vie dont n'oubliez pas, je laisse Annie Morvan en parler, qui est la plus grande connaisseuse, parce que son aussi qu'il a accompagné aux éditions du Seuil de l'œuvre d'écrivain de François, mais n'oubliez pas l'œuvre de traducteur, l'homme de plusieurs langues, l'homme passant dans la langue du monde et faisant vivre le langage du monde. Donc après dire non, après les minorités, je voudrais dire cette idée de la relation, cette idée de l'internationalisme au fond, qui est une idée encore plus actuelle qu'hier, au moment où notre monde, l'Occident, cette création non pas géographique mais politique, comme disait Édouard Saïd, l'Occident a peur du monde qui aujourd'hui, depuis les années 50, eh bien il s'est mis en branle le monde. Il est multipolaire, et nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, continuer à penser que nous faisons la loi de ce monde. Nous ne pouvons plus être dans un rapport du fort au faible, où nos idéaux, y compris nos idéaux d'émancipation, seraient les seuls qui feraient le chemin de ce monde. Ce monde tout entier, dans sa diversité, dans son interdépendance, fait son chemin sous toutes sortes de formes, pour le meilleur et pour le pire, et nous n'avons pas à faire la leçon au peuple du monde. Et c'est aussi ce que nous a appris cette histoire. Accepter le chemin des autres, accompagner le chemin des autres, ne pas être au-dessus des autres, ne pas penser que nous sommes l'avant-garde qui va éclairer le chemin des autres, qui va être dans ce rapport colonial qui a traversé le monde socialiste, qui a traversé le monde ouvrier, évidemment, qui a imprégné aussi les idéaux créés dans notre univers culturel par rapport à d'autres peuples qui les ont repris à leur façon et qui font leur chemin à leur façon. La formulation de tout cela, et qui illustre formidablement bien l'exposition conçue par nos amis de Lyonnais, c'est que Édouard Glissant, le poète antillais dont François Maspero a publié la revue à Coma quand il avait créé l'IME, l'Institut Martiniquais d'études, avant de diriger le courrier de l'UNESCO, lequel
Je rappelle, Édouard Glissant était un compagnon de Frantz Fanon, avait créé le Front Antillot-Guyanais, dont mon père était le seul, entre guillemets, européen à en être l'un des animateurs. Et donc, Édouard Glissant a eu cette formule: pense avec le monde et agis en ton lieu. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agir là où tu es. Ne pas considérer qu'il faudra agir en étant sûr du programme, en étant sûr d'avoir le bon candidat, en étant sûr d'avoir le bon parti. Agir là où on est. François, c'est ce qu'il a fait, tout jeune, en faisant sa librairie d'abord, puis en faisant la maison d'édition. Agir là où on est, prendre ses responsabilités, agir là, parce avec les armes que l'on a, c'est-à-dire son travail, c'est-à-dire ce que l'on sait faire. Et n'oublions pas sa méticulosité d'éditeur apprise auprès de Rouedo et Birico, de Guy Lévis-Malo, etc. Cette capacité d'être méticuleux dans l'action. Agis en ton lieu. Et ton lieu, c'est aussi ce que tu as en propre, c'est-à-dire ton travail, ta compétence, mais pense avec le monde. Pense en relation avec le monde. Grâce à Annie, on a pu lire François après sa mort récemment. Je voudrais juste vous lire ceci. Cela m'a bouleversé parce que ce n'est pas un livre traduit totalement par François, puisque ce sont des poèmes d'Ida Vital, qui était uruguayenne, je ne me trompe pas, hein, et qui est uruguayenne, pardon, et que François a traduit en partie, puisque c'est paru là cette année, hein, aux éditions du Seuil. Et je voudrais vous lire, parce que j'ai eu l'impression d'entendre François, et comme nous sommes autour des poétiques de la résistance, je voudrais vous lire ce poème qui s'appelle en espagnol Llamada Vida. Ce que l'on nomme vie. Et nous sommes là pour dire que tout ça est vivant. Ce sont les mots de François. Traduire de la poésie, c'est être poète soi-même. Se mettre à la marge, voir lever un pain, chanter un hymne. Se dévaloriser vainement, abroger sa volonté, accepter les cataclysmes. Accompagner la solitude, ne pas refuser les chimères, se réfugier dans la tempête. Aller du minuscule à l'immense, de l'opaque à l'éclair, de la soumission à la liberté. Accepter la faiblesse du jour, et quitte à mourir heure après heure, recommencer chaque nuit. Voler du divers à l'identique, admirer vaste vue et souterrain, se punir, souffrir, se sentir concerné, être en quête d'âme en sursis, préparer un miracle dans l'ombre et nommer vie, ce que l'on sait être mort. Merci. Voilà qui introduit bien le François écrivain et le François traducteur. Donc, je vais peut-être commencer par le François traducteur, puisque vous venez d'entendre donc, un poème d'Ida Vital traduit tout récemment par François, puisqu'il était en train de travailler sur ce recueil l'année dernière quand il est mort. Donc c'est un recueil qui était inachevé dans sa traduction et qui a poursuivi donc une poète argentine, Sylvia Baron-Supervielle, qui a fait le reste de la traduction. Je voulais vous dire, François a beaucoup traduit. Il a traduit une cinquantaine d'ouvrages, principalement de l'espagnol, quelques-uns de l'italien et quelques-uns aussi très importants pour lui de l'anglais. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble, puisque moi j'étais aux éditions du Seuil comme responsable du domaine hispano-américain, hispanique. Et donc on a beaucoup travaillé sur des ouvrages, des romans et de la poésie aussi, publiée, que nous a fait traduire et que François a traduit. Alors, c'était effectivement un traducteur exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il traduisait en écrivain. C'est-à-dire qu'il avait compris que le passage d'une langue à une autre, ça n'est pas simplement la restitution d'un texte, ou la restitution d'une syntaxe, ou la restitution de mots. Que la traduction, bien sûr, ne peut jamais être littérale, et c'est pour ça qu'il y a une œuvre originale, mais il peut y avoir des traductions, autant de traductions de ces œuvres qu'il y a de traducteurs. Mais lui, il avait compris que l'important dans la traduction, c'est de comprendre ce qu'un écrivain fait à sa langue.
c'est-à-dire de rentrer complètement dans l'écriture de l'écrivain et de voir sur l'espagnol ou sur l'italien ou sur l'anglais quel travail intime, quel travail singulier l'écrivain a fait sur sa propre langue et d'essayer de le restituer en français. Donc pour faire ça, il faut savoir travailler sa propre langue. Et je pense que c'était là le secret de François, ce pourquoi il a été un grand traducteur, parce qu'il a fait sur la langue française, ou essayé de faire dans la langue française, ce que l'écrivain faisait dans sa langue originale. Et donc il a fait des traductions mémorables, quand je pense à ce chef-d'œuvre de la littérature latino-américaine, qui est un ouvrage qui s'appelle Fils d'homme, de l'écrivain péruvien Augusto Roa Bastos, où c'était un ouvrage très difficile à traduire, et François en a fait une traduction éblouissante. Il a fait des traductions des poèmes d'Alvaro Mutis, parce qu'il a traduit en poète. Et je crois que c'est impossible de traduire de la poésie si on n'est pas poète soi-même. Parce que toutes les nuances, la langue, c'est du son et c'est du rythme, entre autres choses, mais essentiellement du son et du rythme. Et ça, François savait le faire très très bien en français, parce qu'il était lui-même, en fait, un poète. Alors, dans ce travail de traduction, il y avait bien évidemment le travail d'un écrivain. Et François, qui a toujours, pendant 50 ans, enfin, oui, il avait 50 et quelques années quand il a quitté les éditions Massimino, disait qu'au fond, sa vocation, il aurait voulu écrire. Mais que, n'osant pas écrire et pensant qu'il ne serait jamais un écrivain, il avait publié les écrits des autres. Et en quittant les éditions, 2 ans après, il a poussé la porte des éditions du Seuil, il est arrivé au Seuil avec un manuscrit qu'il a remis à l'éditeur qui était à l'époque l'éditeur de langue française, de français au Seuil, qui était Jean-Marie Borzex, et il lui a apporté un manuscrit qui était Le Sourire du chat. Et Borzex raconte combien il a été estomaqué de voir un premier roman qui était un roman aussi abouti, aussi bien écrit, aussi bien construit, et qui racontait au fond quelque chose que beaucoup de gens ignoraient sur François Maspero. Donc Le Sourire du chat, c'est son premier livre, qui est un livre entièrement autobiographique, mais romancé, c'est-à-dire que François, qui était un homme extrêmement discret et pudique, qui avait une pudeur de par son éducation, presque une éducation presque aristocratique, dans laquelle on n'embrassait pas sa grand-mère et on n'embrassait pas sa maman, on ne pouvait pas se jeter dans les bras de sa mère. Cette pudeur qu'il a toujours gardée l'a empêché d'écrire un livre sur le mode du « je », et de dire « je », moi, l'enfant, François, mon frère aîné, Jean, mes parents qui s'appelaient un tel et un tel. Donc il a emprunté le « il » de la narration romanesque pour raconter ce qui a été, disons, ce que lui appelle sa naissance à la mort, quand il avait 12 ans, et qui était l'arrestation de ses parents par la Gestapo, la mort de son frère aîné Jean dans les maquis de la Résistance, puis la déportation de ses parents, la mort de son père au camp de Buchenwald, l'internement de sa mère au camp de Ravensbrück, puis le retour de celle-ci à Paris, puisqu'elle est sortie vivante donc, des camps de concentration. Et donc ce roman raconte son histoire, l'histoire d'un enfant qui a donc été violemment confronté à l'histoire, c'est-à-dire qui a vu ses parents arrêtés, qui a été confié à une famille avec laquelle il ne s'entendait pas, et qui, en même temps que ce traumatisme terrible, ce traumatisme original terrible, a fait aussi l'apprentissage de la solitude et de la dépendance. Donc Le Sourire du chat, en fait, raconte
ce que sans doute François avait caché ou n'avait jamais osé raconter du temps où il était éditeur. Puis vient, après cela, un second roman, il avait donc vraiment décidé d'écrire, qui, comme Le Sourire du Chat, est un roman très autobiographique, et cette fois, qui raconte toute l'histoire. Alors je vous conseille vivement de le lire si vous voulez connaître l'histoire de la joie de lire, l'histoire de la librairie La joie de lire, et l'histoire des éditions Maspero. En fait, ça raconte tout ce parcours d'éditeur. Ça raconte son parcours également de quelqu'un qui va sortir des éditions momentanément et qui va aller parcourir le monde pour témoigner, pour faire des reportages, qui s'engage dans différents combats. Ça raconte l'histoire des éditions pendant la guerre d'Algérie, les luttes en Amérique latine. Bref, ce livre qui est absolument historiquement tout à fait passionnant raconte en fait l'histoire de ce qui a été le cœur de François Maspero adulte, c'est-à-dire son combat à travers l'écrit, à travers la publication d'ouvrages et à travers des écrits journalistiques, son combat et son soutien aux luttes anticolonialistes, aux luttes anti-impérialistes de l'Amérique latine, etc. Et donc à partir de là, il construit toute une œuvre qui est en fait, sans le dire bien sûr, qui est en grande partie autobiographique et qui est surtout une écriture de soi. Donc tous les livres de François, il y en a 12, des romans, des récits, des nouvelles, des livres de voyage qu'on ne peut pas qualifier vraiment de livres de voyage, ni de livres de témoignages. Il y a une biographie qui règle des comptes avec l'histoire coloniale de la France, une autobiographie, et tous ces livres-là, en fait, portent en filigrane la question qui a taraudé François toute sa vie, et qui était « qu'est-ce que témoigner ? Quel est le sens du témoignage ?» On trouve ça, alors du témoignage écrit et du témoignage photographique. Et on le trouve déjà en germe dans son deuxième roman, Le Figuier, où cette question-là en filigrane traverse tout le livre. Est-ce que écrire, quel sens est-ce que ça a, non pas d'écrire, mais quel sens est-ce que ça a d'éditer? Est-ce qu'on peut éditer? Est-ce que ça a un sens de faire des éditions en temps de guerre? Est-ce qu'il ne faut pas aller prendre le fusil et aller se battre? Est-ce que c'est pas ça le vrai combat? Est-ce que témoigner, c'est aussi résister? Qu'est-ce que ça veut dire le témoignage? Et il y a une formule, j'ai pas pris mes notes, donc je me souviens pas exactement, mais qui dit le témoignage, c'est entre la vérité et l'autosuffisance. Le témoignage est ambigu, la photo, qui est le témoignage universel par excellence, parce que c'est ce dont tout le monde peut avoir accès à la photographie, c'est le témoignage universel par excellence, mais c'est aussi un témoignage qui est ambigu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc il écrit en se posant cette question. Dans Le Figuier, il y a un personnage féminin très important qui s'appelle Marie Kendall et qui est d'ailleurs inspirée d'une militante qui s'appelait Michel Firck, qui faisait du cinéma, qui est cinéaste et qui est partie s'engager dans la guérilla au Guatemala et qui est morte donc dans le combat. Non, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Oui, enfin, elle s'est suicidée. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Enfin, est-ce qu'elle s'est suicidée? Je dis même, elle est morte au combat parce qu'elle s'est suicidée, parce qu'elle allait être arrêtée. Et donc, arrêtée au Guatemala, ça signifiait des jours et des jours et des semaines de torture. Donc, c'est un suicide, mais c'est aussi un assassinat. Donc, déjà, en filigrane, il y a cette question dans Le Figuier qu'il reprend avec ce livre sur Gardataro, qui est un tout petit livre, magnifique, qu'il a publié en 2006, je crois, oui, 2006, et qui est une petite biographie de celle qui a été la compagne de Capa, du photographe Capa, pendant la guerre d'Espagne. Et Gardataro, peint comme une fille merveilleuse, belle, amoureuse, s'engageant dans les luttes avec une ferveur extraordinaire.
et qui meurt en Espagne à Brunete, sur le front de Brunete. Donc cette question, et d'ailleurs il y a une nouvelle aussi dans Le vol de la mésange, dans son dernier recueil de nouvelles, qui est aussi une nouvelle sans garde d'Ataro. Donc cette question du témoignage et de la photo a hanté complètement, enfin elle a toujours des questions qui s'est posées tout au long de sa vie, en y donnant peut-être une réponse, et peut-être la réponse la plus lucide qui soit, qui est dans ces 2 livres de voyage, l'un qui s'appelle Les passagers du Roissy Express, et qui est quand même un livre assez étonnant, parce que tout à coup François décide qu'il va passer une semaine dans le métro et dans le RER. Donc il part avec une amie photographe à la France, il monte sur le RER A, je ne sais plus, c'était à Roissy à l'époque, ça allait simplement jusqu'à Roissy, jusqu'à dans la vallée de Chevreuse, et il passe 8 jours dans le RER, puis à sortir du RER, à regarder cette banlieue en déconstruction et en construction, à essayer de rencontrer des gens, et il prend avec lui une photographe. Puis, il répète cette sorte de voyage dans Balkan Transit, où il parcourt les Balkans avec un autre photographe, Claudis Louane, et où il interroge des gens. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que les livres de François étaient une écriture de soi, j'y reviendrai sur des choses plus précises, si j'ai un peu de temps. En fait, dans ces 2 livres de voyage, il y a un effacement de soi, c'est-à-dire qu'il laisse parler les paysages, il laisse parler les autres, il les écoute, il ne se met pas en avant, il n'existe pas, sauf, dit-il, dans la capacité de celui qui interviewe à faire comprendre qui il est lui-même. Et il y a une très belle formule, donc je ne sais plus, je crois qu'elle est dans un article de presse, où il dit on peut très bien découvrir qui est l'auteur d'un livre, simplement en comprenant de quelle façon il a pu écouter les gens. Et je pense que c'est là, dans ces 2 ouvrages, c'est peut-être pas une réponse définitive, mais au moins une tentative de réponse de François sur ce qu'est le témoignage, et peut-être c'est une réponse qui est en tout cas la plus honnête et la plus lucide qu'il m'a été donnée de moi de lire. Et puis, donc je reviens alors, parce que ça c'est la partie qui n'est pas la partie de fiction. Il y a d'autres livres de fiction, à part Le sourire du chat et Le figuier, qui sont moins autobiographiques, parce que je crois qu'à ce moment-là, François part dans la recherche vraiment de sa propre écriture. Donc, dans La plage noire, qui revient en fait sur des souvenirs d'enfance en Méditerranée, il y a là une recherche de l'ellipse, c'est-à-dire que rien n'est vraiment dit dans ce livre. C'est le temps de l'occupation de la Côte d'Azur par les troupes italiennes, où rien n'est vrai, tout est suggéré, rien n'est vraiment dit, et il y a, à mon avis, quelque chose de nouveau dans l'écriture de François qui vient aussi de son travail de traducteur et d'un auteur italien qui l'a traduit aussi pour Le Seuil, qui s'appelait Francesco Biamonti, où François s'est décrit avec une beauté admirable les paysages de la Méditerranée, les senteurs de la Méditerranée, les bruits. Il s'est décrit comme on peint la mer, hein, et je sais qu'il aimait beaucoup un tableau de Courbet où on voit un petit homme tout seul comme ça sur un paysage, sur un rivage. Et donc il essaye de donner lui aussi dans l'écriture les couleurs de la mer. Donc il y a une évolution très sensible de son écriture dans ce livre qui va connaître une sorte un point culminant avec son dernier ouvrage de fiction qui s'appelle La plage noire et qui l'a atteint complètement à l'universalité et qui décrit un personnage sur le vieillissant et qui voit le monde s'effondrer derrière lui. Donc, je veux dire, il y a une véritable œuvre d'écrivain chez François Maspero, hein, qui est conduite donc par ces choses qu'il avait à dire sur lui-même, qu'il dit de façon directe ou indirecte, et qu'il dit dans un livre, alors qui est peut-être son livre le plus émouvant,
qui s'appelle les abeilles et la guêpe. Là, il y a quand même une anecdote au Seuil où son éditeur au Seuil, qui était Denis Roche, dans les années 90, lui dit « Mais François, pourquoi vous n'écrivez pas vos mémoires ?» Et François pense que c'est des mémoires d'éditeurs, et il dit « Non, moi jamais, je ne ferai jamais ça, et je ne ferai jamais comme Nadeau, non, jamais je ferai ça, il en est hors de question. » Et il revient 6 mois ou 8 mois après, avec un autre manuscrit sous le bras qui s'appelle Les abeilles et la guêpe. Alors, qui n'est pas un livre de mémoire, qui n'est pas un livre autobiographique, mais qui est un livre de mémoire et une autobiographie en même temps. Et Les abeilles et la guêpe reprend le thème du sourire du chat, reprend le thème du figuier, mais cette fois raconté, c'est David dont il n'est pas le centre, alors que dans les 2 premiers livres, de façon déguisée, il en est le centre, là, il n'est pas le centre de ce livre. La première partie du livre, c'est, je pense, j'en fais peut-être une lecture un peu trop personnelle, mais je pense que François a toujours porté sur lui, en lui, comme une faute de ne pas avoir pu accompagner son père dans la mort et de ne pas avoir été à Bouquet-de-Paris. Et dans ce livre, après des années de recherche, dans les archives, dans des témoignages sur les rescapés des camps, et beaucoup dans des archives, il essaye d'imaginer, il essaye de comprendre ce que Henri Maspero a pu ressentir dans sa dernière semaine de vie à Bouquet-de-Paris. Et il a fait un livre, mais qui est bouleversant, bouleversant. Et dans la deuxième partie du livre, il revient sur les histoires des éditions de La Joie de Lire et des éditions Maspero, mais il en parle du point de vue des gens qui ont travaillé avec lui. C'est-à-dire qu'il s'efface pour essayer d'entendre ou de faire parler les autres. Donc, Les abeilles et la guêpe, je crois, si vous n'avez rien lu de François Maspero, j'ai vu qu'il était, je crois, il en a sur la table, vous vous précipitez, c'est un véritable chef-d'œuvre et c'est absolument bouleversant. Alors, il y a encore d'autres choses à dire. Il y a une biographie d'un maréchal de France, le maréchal de Saint-Arnaud, qui a été... Là, je vais laisser Edoui en parler. Je veux dire, ce qu'il a voulu faire, c'est une contre-histoire de la colonisation et dénoncer, en fait, et faire une histoire du point de vue des vaincus. Ce que disait Edoui tout à l'heure. Donc, de raconter ce qu'a été réellement la conquête de l'Algérie. Et il a brossé, alors un maréchal de France, Saint-Arnaud, qui a été loué par Saint-Beuve, un imposteur total. Et un grand criminel. Un grand criminel qui a été, dont Sainte-Beuve a chanté les louanges et que Victor Hugo avait vilipendé comme le plus grand tyran, ou j'ai plus ma citation exacte. Mais il fait cette contre-histoire, cette contre-biographie et cette contre-histoire pour aussi en quelque sorte être complètement à jour avec l'Algérie et avec le combat que lui avait mené quand il était éditeur. Voilà, j'arrête là parce que sinon je pourrais retrouver des heures. Je passe la parole à Bruno. Je vais peut-être rebondir à ce qui a été dit, vous me donner des compléments, voilà, puis rajouter une chose ou deux. La première, c'est l'intitulé « Poétique de la résistance ». C'est un beau titre, finalement, c'est celui qu'on avait pris aussi au Théâtre de l'Odéon pour rendre hommage à François Maspero. Et pourquoi c'est un beau titre? Parce que dans le mot poétique, il y a fabrication. Fabrication. La poétique, c'est la fabrication. C'est donc la fabrication de la résistance. Et dans la dernière interview qu'a donnée François Maspero, et quand on a fait le film, en fait, je crois que c'est la dernière interview, ou l'avant-dernière interview, François Maspero est interrogé par le journal d'une ville, la ville de Bron. Et donc il est interrogé sur quels sont les mots importants pour lui. Et les deux mots qui sortent, c'est le mot résistance, et l'autre mot qui sort, c'est pas le mot utopie, j'y reviendrai, c'est le mot rêve. Moi, je voudrais revenir sur la résistance parce que on ne peut pas comprendre François Maspero. Alors, ça a été dit par Edoui, ça a été dit par Annie Morvan, mais j'insiste sur cet aspect-là. L'histoire de François, quand on dit toujours plus jamais ça. Hein, voilà. Il y a eu un génocide, plus jamais ça. François Maspero, c'est plus jamais ça. Dans sa vie à lui, c'est plus jamais ça. Je suis debout jusqu'au bout. Moi, je l'ai connu pendant 7 ans, on a fait beaucoup de chemin ensemble, 7-8 ans, et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, c'était plus jamais ça. Je l'ai vu signer une pétition dans les rues de Paris,
je crois que c'était un mois avant son décès. C'était une jeune fille comme ça qui nous arrête, on allait vers la gare de Lyon, ils m'ont ramené à la gare de Lyon. Une jeune fille qui venait lui faire signer une pétition sur la préservation des abeilles. Elle dit, bon, les abeilles, je signe tout de suite. Et donc ici, voilà, François Maspero, je dis à cette jeune fille, je sais pas, elle doit avoir 20 ans, je lui dis, là, vous avez une signature, vous allez voir sur Google ce soir, et vous allez voir, vous avez 3 millions de pages, la personne qui vous a signé. Et alors ça, il lui explique les abeilles et la guêpe. Vous savez, je suis une guêpe, voilà. Bon, peu importe. Mais la résistance. Il y a la mort de son père à Buchenwald, je vais y revenir parce qu'il y a eu dans le livre que tu as cité, il y a eu un vrai travail d'historien de François Maspero. La résistance, c'est la mort de son père. Il n'a jamais cru que son père était mort comme Georges Centrin l'avait décrit. Hein. Il a dit, mon père, en fait, il était inspiré de la philosophie chinoise. Il n'a pas pu mourir grabataire, je n'y crois pas. Et il est parti à la recherche de ça. Comment mon père est mort? Et effectivement, il a trouvé comment son frère. Voilà, hein, il a eu tous ces témoignages. Et, voilà. Son frère. La mort de son frère, est un résistant, hein, membre des jeunesses communistes, exécutant des officiers allemands. Dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, François dit c'est très compliqué de dire, mais aujourd'hui, je ne renie pas le geste de mon frère. Je ne renie pas. Il dit, je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. La mort de son frère, son frère, après ça, c'était exceptionnel. Il était engagé dans les troupes américaines, comme traducteur dans les troupes de choc de l'armée américaine. Il y a très très peu de Français qui ont été pris dans l'armée américaine. Et l'armée américaine a rendu hommage, et rend régulièrement hommage à John Maspero, hein, comme ils disent. Hein, et ça a créé des liens entre lui, sa famille et l'armée américaine. Sa mère, hein, elle revient de Buchenwald, de Ravensbrück, mais hein, je ne sais pas, certains on ont connu ça dans leur famille. On ne revient pas de Ravensbrück comme ça, on ne revient pas d'un voyage, on revient de la mort. Il a fallu consoler sa mère. Il a fallu la consoler, des nuits, des jours. Donc voilà, et ça, François, quand il a dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça. Ça, je ne veux pas le revoir. Et vous discutez avec François quand il voyait les effets du libéralisme aujourd'hui, les effets négatifs sur la population. Il disait, mais mes parents ne sont pas morts pour ça. On n'est pas morts pour ça. Ou alors, où est-ce qu'on est? Voilà, alors ça c'est une première chose que je voulais dire, parce que l'idée de résistance, elle est au cœur de ce qu'a été François Maspero. Ça c'est deuxième chose que je voulais dire, François Maspero n'a pas été qu'un témoin. Alors, il a eu cette question sur le témoignage qui est venue régulièrement. Je vais juste raconter une anecdote, mais on pourra en citer plusieurs. C'est la guerre d'Algérie. François est déjà connu comme étant l'éditeur des Algériens. Il n'est pas l'éditeur de n'importe qui. Qui sont ses ennemis? On nous dit c'est des ennemis, mais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Donc ça, il est l'éditeur de ça, mais en même temps, il est engagé dans les réseaux de soutien au FLN. C'est-à-dire qu'il fait passer, entre autres, hein, il fait passer les frontières aux militants du FLN recherchés par la police française. Et un jour, il est chargé d'accompagner les gens qui ont fait un attentat contre Jacques Souster, enfin, quand l'attentat a échoué. Et ils ont fait se faire choper par les flics. Hein. Et c'est Jacques Vergès, celui dont on parlait tout à l'heure, Jacques Vergès qui va voir la direction du FLN et dit, mais il faut que vous disiez à Maspero, il vaut mieux qu'il reste éditeur, mais qu'il ne soit pas porteur de valise. Il faut qu'il choisisse, il est ou éditeur ou porteur de valise. Voilà. Et la direction du FLN est venue voir Maspero en disant, on préfère que tu arrêtes tes actions plutôt que, et puis que tu restes l'éditeur que tu es, parce que c'est plus important pour nous. Ça, c'était François Maspero. Hein, et on l'a vu dans d'autres occasions faire la même chose. Chaque fois qu'un des écrivains qu'il avait édité était poursuivi, il allait le défendre. Hein. Bon, il est allé à Jérusalem, il est allé à Madrid dans des procès contre des écrivains édités par Maspero, il est allé en Bolivie. Hein. Le voyage de Maspero en Bolivie, c'est aussi des tentatives des simulacres d'exécution par la police bolivienne. Ce n'est pas des voyages, hein, c'est des combats. Voilà. C'est la deuxième chose que je voulais dire sur l'idée de résistance. Et l'idée du rêve, j'y reviens parce que un jour on a eu l'occasion avec Yves Campagna et Jean-François Reynaud, la seule avec qui on a fait le film sur François Maspero, de rencontrer Daniel Cordier. Ça me ramène à la guerre, mais... Et Daniel Cordier nous dit cette phrase, c'est pas n'importe qui, Daniel Cordier, un secrétaire de Jean Moulin, il nous dit la résistance était un rêve. Et notre rôle à nous, c'était d'empêcher que les Allemands nous pénètrent. On était si peu nombreux comme résistants. C'est un truc extraordinaire. Le rêve, l'autre monde, la fraternité humaine.
Voilà. Et je crois que Maspero, il est dans ces phrases-là, il est dans ce monde-là. C'est deux, trois petites choses que je voulais dire, moi. L'autre chose, c'est, je vais revenir sur les éditions. À quoi ont servi les éditions Maspero? Alors, deux anecdotes. La première, c'est un ami sénégalais qui est éduqué au Sénégal, voilà, il a réussi tous ses diplômes, tous ses machins. Il vient en France, ensuite les études supérieures. Et qu'est-ce qu'il découvre en France? L'Afrique. Il me dit, c'est un choc extraordinaire. C'est-à-dire que j'arrive à Lyon, dans l'université, et puis je découvre le fond des éditions Maspero. Et moi qui suis africain, c'est à Lyon, dans le fond des éditions Maspero, qu'on me parle le plus justement, le plus véridiquement, de façon la plus vive, de ce qu'est ma terre, de ce que je suis finalement. C'est un truc extraordinaire, c'est une... voilà, des éditions, à quoi ça servit? Ça servit voilà, à des Africains, entre autres, de découvrir leur pays. Et puis, c'est une autre anecdote. Les éditions, c'était un outil de combat, en fait. Mais pas uniquement un outil de combat idéologique. Dans les années 70, c'est la première fois que j'ai rencontré François Maspero. J'étais militant dans des associations antimilitaristes. Voilà, il y avait encore un service militaire, il y avait encore les exactions, mais ça continue à l'armée française à travers le monde. Et on a été poursuivis pour injure à l'armée et incitation de militaires à la désobéissance. Et en même temps, elle a été poursuivie avec nous, notre imprimeur. Donc on avait le droit à des témoins de moralité à l'époque. Dans les tribunaux, il y a toujours des témoins de moralité. Donc on demande à François Maspero de venir témoigner, il vient. Bon, il porte son témoignage sur les crimes de l'armée française, au-delà des affichages, qu'on nous reprochait. Et au moment de rentrer sur Paris, je dis à François, mais qu'est-ce qu'on vous doit? Les transports, tout ça. Et il me dit, mais les éditions, ça sert à ça. C'est pas qu'un outil de diffusion libre, c'est un outil de combat. Voilà, je crois que et je pense qu'il a fait dans plusieurs endroits, dans plusieurs autres moments de sa vie, les éditions étaient un outil de combat. Voilà. On oublie toujours que François Maspero appartient à une génération d'hommes qui ont voulu changer le monde. Ils ont voulu changer le monde, fondamentalement. Ils ont voulu changer le monde. La génération qui a suivi la mienne, on a pensé qu'on allait changer le monde, mais on s'est trompé. Eux, ils ont eu, je crois qu'ils ont eu ce vrai rêve-là. Et ce rêve-là, c'est Chris Marker qui le dit dans Le fond de l'air est rouge. Ce rêve-là, il a buté contre la bourgeoisie internationale. Se rend compte que si on laisse vivant Che Guevara, si on laisse vivant Ben Barka, si on laisse vivant Patrice Lumumba, on perd le pouvoir, on perd quelque chose. Donc dans ces années-là, l'exécution de ces dirigeants politiques-là fait que, effectivement, on change de monde. Et François Maspero, il est de cette génération-là, la génération qui ont vu ces exécutions-là. Et puis il y a eu, dans ce moment-là, dans ces temps-là, d'immenses espérances de la révolution à Cuba. Je pense que ça a été, François le dit, il le dit, il l'a écrit. Il y a eu à ce moment-là, effectivement, vis-à-vis de l'échec du système soviétique, cette espérance-là. Effectivement, peut-être qu'il pouvait naître quelque chose là, au cœur des Antilles. Mais moi, je me dis peut-être qu'il va naître aujourd'hui quelque chose au cœur des Antilles qui n'a pas pu naître à l'époque. Parce que là, il y a un bouleversement du monde aux Antilles. Allez lire les écrivains antillais. Et lui, on a parlé de l'histoire, mais ils sont comme ça des dizaines, qui amènent un regard sur le monde insoupçonné, insoupçonnable, inouï. Des choses extraordinaires. Donc peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que dans des espérances possibles, il y a ça. Et une fois que ce chemin-là a été fait, je reviens sur François Maspero, une fois que ce chemin-là a été fait, il y a ce que moi j'aime le dire, voilà, je le dis souvent, mais il y a un travail de lucidité de François Maspero. C'est un homme assez lucide. Sur, voilà, comme disait Victor Serge, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Donc je pense qu'après ça, il a accompagné, toujours debout. François Maspero est un homme debout. Un homme libre, mais un homme debout. Je pense qu'il a accompagné énormément de choses, y compris dernièrement, il était membre du tribunal de Bruxelles sur la Palestine. Il n'avait pas dans ce tribunal-là un rôle central, mais c'était un engagement. C'était aujourd'hui de dire, sur la question de la Palestine, il y a un nœud mondial. Voilà. Moi, c'était un peu des choses comme ça que je voulais dire, ramener un peu en complément aux deux premières interventions. Quand on a écrit et quand on a travaillé avec François Maspero,
Bon, on est allé chercher, je crois, une expression que je l'ai trouvée chez René Char, hein, cette expression-là. Notre allié substantiel. René Char avait parlé de ses alliés substantiels en parlant d'un certain nombre d'écrivains, d'un certain nombre de peintres, d'artistes plasticiens. Et je pense qu'il y a en François Maspero notre allié substantiel. Il est vivant, il est vivant. Hein, la mort ne tue pas l'homme finalement. Hein, il est vivant si on sait savoir aujourd'hui dire plus jamais ça, avec les contraintes que ça. Et je terminerai en disant les deux contraintes. 1981, la gauche arrive au pouvoir. La gauche propose à François Maspero la Légion d'honneur. Maspero leur dit non, je veux pas la Légion d'honneur. Le gouvernement algérien, victoire de l'Algérie, hein, l'indépendance de l'Algérie. Bon, il y a une fête à Paris, François Maspero est invité, il dit non, j'y vais pas. J'y vais pas non pas parce que c'est bien cette victoire, mais il voyait déjà poindre les contradictions dans la société algérienne. Bon, depuis le congrès de la Soumane, toutes ces contradictions de la lutte de libération du peuple algérien. Lui, il se référenciait toujours au congrès de la Soumane, et puis les dérives, après ça, qu'il fallait dérives. Les contradictions internes de l'émancipation du peuple algérien. Le gouvernement algérien a cherché très, jusqu'à tout dernièrement, à ce que François Maspero aille en Algérie. Y compris son devoir, par l'intermédiaire d'une maison d'édition, en disant voilà, on voudrait rendre un hommage à Maspero, il faut à tout prix qu'il vienne en Algérie. Mais je sais qu'il y a Julien et Agnès qui sont au courant de cette affaire. Et il a toujours refusé en disant dès que j'ai atterri à Alger, c'est fini, ils vont me mettre une médaille et j'en veux pas. Voilà. Et donc c'est ça être debout. C'est ça être debout. L'esprit de résistance, il est là. Il dit jamais un gouvernement républicain va me remettre une médaille. Jamais, jamais. Ça, c'est impossible. Et je crois que c'est ça la leçon de Fassi, la leçon de Gamard. Si on veut rester fidèle à cet homme-là, essayons de rester debout toujours. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et Claudie Souban, dont parlait tout à l'heure Annie Morand, qui est un ami de François, photographe, il a dans le film, bon, Claudie, c'est un mec merveilleux, il dit en fait c'est dur d'être Maspero. Et je crois que c'est vrai que c'est dur d'être Maspero. Merci beaucoup pour ces interventions. Est-ce que vous aimeriez rebondir sur quelque chose ou on vous donne la parole peut-être au public? Lancez-vous. Ça vaut la peine. La caméra a disparu. Oh là là. Ah non. On a la chance d'avoir des personnes qui ont un engagement propre et qui ont accompagné à leur manière Maspero de diverses manières en fait. Maintenant qu'il est décédé soudainement l'année passée. Si vous avez envie de... Je viens de lancer, merci beaucoup de vos présentations. Moi j'ai grandi avec un père qui avait des livres de Maspero, je pense comme un certain nombre de familles, peu connu directement cette histoire, mais voilà, je peux parler plus fort, j'ai souvenir de ces livres, de la RAF et puis de Che Guevara, j'ai grandi avec ça. Et ma question elle était sur la réception en France de Maspero et de ses éditions, comment il a été chahuté, mis en prison ou amendé, au-delà de l'internationalisme finalement et de ses combats pour ce monde à venir, comment en France il s'est heurté dans la politique française à la liberté d'expression, à des bâtons dans les roues et dans cet être minoritaire qu'il a incarné au quotidien. Est-ce qu'il, par exemple, des tirages, est-ce que très lu, beaucoup lu, mis à la marge, est-ce qu'on peut un peu faire émerger cette politique interne de Maspero à Paris Le meilleur pour répondre à ça est dans la salle, puisque c'est Julien Hage qui est universitaire et qui a travaillé notamment sur toute l'histoire des éditions Maspero. Mais avant que peut-être il accepte de répondre précisément, je voudrais dire quelque chose d'important, parce que, en fait, l'histoire des 20 ans, on pourrait dire, de l'éditeur, libraire et éditeur Maspero, c'est un moment de combat, comme ça a été très bien dit par Bruno, mais de combat qui était, à partir du mi-temps des années 60, avec les émancipations et les années 70, qui était dans une vague montante, ce qui d'ailleurs va être au cœur du développement de la maison d'édition,
de son succès, même s'il allait de pair avec des difficultés économiques ou avec des répressions ou avec des procès et avec interminables, mais en même temps c'était c'était un moment, comment dire, d'ascension, de notoriété, de visibilité. Je veux dire ça pourquoi? Parce que je trouve que dans cette œuvre-vie de François, ce qui est très fort, c'est que quand il arrête la maison d'édition, il arrête à l'orée de la contre-révolution libérale. Il arrête à l'orée des années 80. À l'orée où les 30 années qui correspondent aux 30 glorieuses, qui correspondent aux luttes anticoloniales, qui correspondent aux émancipations, qui correspondent à mai 68, qui correspondent au bouillonnement des années 60-70, se terminent. Et commence une autre histoire qui est celle que nous portons aujourd'hui comme bilan des années 80, 90 jusqu'au début du 21e siècle. Et à ce moment-là, c'est pour ça que ce qui est très fort, c'est qu'à ce moment-là, il aurait pu être aigri, il aurait pu se replier, il aurait pu être voilà, dans une sorte d'amertume, de silence, etc. Et à ce moment-là, sort l'autre Maspero, qui était un Maspero interdit, il était là. Mais il était là parce que, moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il me l'a formulé une fois, mais il a peut-être eu des réponses différentes. Il pensait qu'au fond, éditant les livres des autres, il pensait au fond que celui qui pouvait écrire, c'était son frère, Jean. C'était pas lui. Donc c'est comme s'il y avait un tiroir à secret. Et au fond, la fin de son édition, son départ et sa rupture aussi, puisque c'est le décalage entre les éditions Maspero et les éditions La Découverte à ce moment-là est aussi un décalage entre une maison d'édition qui va, par certains aspects, épouser certaines des lignes de plus grande pente, au niveau du type de politique éditoriale, du type de lien capitalistique, du type d'opportunité, d'un moindre, par exemple, l'identité graphique des éditions va se perdre à ce moment-là, etc. Et donc, je voudrais juste insister là-dessus. Il a pris les coups du combattant, il en a pris beaucoup, Julien va nous l'expliquer et tout, mais ce qui est fort, c'est qu'à un moment, il arrête, et il arrête pour tracer le même sillon et un autre en même temps. Et il arrête avec une histoire qui fait transition, dont l'exposition rend bien compte, et qui fait transition, il faut imaginer comme l'intuition des poètes. Il a deux derniers actes éditoriaux. Il a la collection dite La Découverte, justement, Découverte, où il republie les textes sur la conquête, sur Las Casas, sur la destruction des Indes, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup revisité l'origine il y a 5 siècles de notre histoire, celle qui pour moi s'est terminée là, c'est 5 siècles. Notre monde global, c'est la fin de ce cycle 5 fois séculaire où nous nous sommes invités chez les autres sans leur demander l'autorisation. Et maintenant, c'est terminé. Et donc, il revisite au fond, c'était très étonnant parce que c'est pas une histoire militante, republier le voyage, les textes de Colomb, de Christophe Colomb, revisiter l'ensemble, comment? Oui, tout ça, de revisiter tout ça, ce moment du premier contact, la question de l'autre, etc. Bon, il fait ça, et qui pour moi, c'est l'intuition, attention, on rentre, voilà, il y a un cycle qui se termine et on rentre dans cette civilisation globale, définitivement globale, définitivement multi, intraculturelle. Pour moi, il y a cette intuition-là derrière. Et deuxièmement, il fait la revue L'Alternative sur les dissidences dans les pays de l'Est, donc 77, je ne me trompe pas, le lancement de la revue. Après. Enfin, j'aurais pu... 77. 77. Non, 77, le lancement de la revue. Et donc, là, il y a l'anticipation de ce qui va qu'une histoire aussi se termine. Alors, certes, les dissidences n'ont pas produit, derrière la chape de plomb du stalinisme, c'est pas levé l'opposition de gauche au stalinisme et l'origine des espérances révolutionnaires dans leur pureté. Mais, hop, il a senti que ce monde, il va se terminer 89, chute du mur, 91, fin de l'Union soviétique. Et donc, pour moi, il y a ce qui fait qu'on est tous là, n'est pas, puisqu'on a connu à des itinéraires, des moments différents. Moi, j'ai connu François Maspero comme militant, quand il était militant de la même organisation que moi. Je ne l'ai pas, je l'ai après connu comme
voilà, pour moi, je le voyais, il a beaucoup traduit Alvaro Mutis. Hein, et pour moi, l'image, je l'ai dit d'ailleurs dans un livre Secret de jeunesse, dans l'œuvre de Alvaro Mutis, qui est l'envers de Garcia Marquez, hein, comme l'écriture, il y a la réserve, ce qu'on dit, et il y a Macrol le gabier. Voilà. Et une sorte de personnage un peu comme chez Hugo Pratt, hein, vous savez, une sorte de personnage de marin qui passe comme ça. Là. Et pour moi, quand je faisais les ventes militantes au quartier latin, le soir, le samedi soir, je voyais ce personnage avec une casquette de marin, un caban de marin breton, et c'était Macrol le gabier qui passait là. C'était une sorte de personnage comme ça, que voilà, pas de relation. Mais donc, ce que je veux dire, ce qui nous unit dans la diversité, dont rend très bien compte le film, etc., c'est une immense cohérence dans un chemin. C'est-à-dire, c'est pas genre, j'ai la ligne juste, je fais ce chemin, je fais, et je fais face. Et il a fait face. Voilà, donc c'est pour ça que le moment des éditions, s'il n'y avait que le moment des éditions, il n'y aurait peut-être pas autant cette polysémie de cette histoire. Mais Julien, peut-être sur la question précise sur les éditions. Ouais, je peux sur la question de la réception, on sans doute peut-être commencer par rappeler que les éditions Maspero, à minima, c'est 9,5 millions de tirages globaux. À minima, 9,5 millions de tirages globaux, entre 59 et 82, à minima, j'insiste, et pour 1500 titres et une trentaine de collections. Cette montée en puissance des tirages, elle va être effective à partir de 66-67, qui correspond aussi à ce qu'on appelle le take-off de l'édition, de la théorie critique, le grand moment des documents, des essais, des conférences. Les livres ils vont avoir assez vite du succès, même s'il n'y a pas de grands best-sellers. Le plus gros best-seller, c'est les livres aux enfants de Sommery, 300 000 exemplaires, n'ont jamais en livre de poche sur cette période-là. Elle a ensuite été vendue, mais François Gèze l'a vendu à un club de livres, donc après les tirages ont sauté. Mais sur la période 59-82, le plus gros, c'est livres aux enfants de Sommery, 300 000 exemplaires. Il y en a toute une série à 100 000. Traité d'économie politique de Mandel, l'échange illégal aussi, et puis les ouvrages de Pierre Janet, un petit peu globalement. Sur le système de censure, le premier système de censure, c'est celui qui est connu dans la garde d'Algérie, qu'on écrira peut-être tout à l'heure. C'est une censure qui est policière et relativement empirique, parce qu'ils ne vont pas trouver de dispositif pour qu'ils puissent saisir les livres. Ils empêchent la distribution. C'est parfois très tôt, même dans les entrées de vie. Mais il n'y a pas de dispositif ensuite qui permet d'aboutir à des procès, parce qu'ils savent très bien que ce qu'il y a dans les livres, c'est vrai. Donc ils ne veulent pas que les livres se transforment très vite en privés. Parce que les opposants à la guerre d'Algérie ont réussi à développer une information contemporaine qui ferait pas lire d'envie les lanceurs d'alerte aujourd'hui. C'était vraiment impossible de nier les choses. Et donc de ce point de vue-là, aucun procès, sauf les livres qui pouvaient être étiquetés comme romans ou fiction. On pouvait davantage attaquer le côté, non pas clairement le côté fictionnel, mais le côté corruption de la jeunesse, incitation militaire à la désobéissance, des choses comme ça. C'est que plus tard, après 68, avec le retour à l'ordre de Raymond Marcelin, on s'est archivé précisément qu'il de la poudre avec François Maspero. Maspero, dans le film, il dit que attaquer Maspero, c'est bien, parce qu'on évite d'attaquer le PC, on évite d'attaquer l'université. De ce point de vue-là. Et là, ils vont mettre en place l'article 14 de la loi sur la liberté de la presse qui est arrivée dans le statut de 1880, qui est arrivé en 1939 contre l'importation des écrits allemands, qui permet de frapper toute publication dite d'origine étrangère, que ce soit par son directeur de publication, son auteur, celui qui publie. Ça, c'est une arme de guerre du registre réglementaire, pas du registre juridique. Ça permet que, donc si on qualifie la chose, hop, on met des amendes, mais sans jamais passer par un procès. Ça, c'est une arme de guerre contre laquelle François va énormément lutter. Ils iront jusqu'au Conseil d'État, ils n'y arriveront pas. Et ça permet d'interdire qui que ce soit. Et à l'époque, ils disaient, mais vous pouvez même interdire Shakespeare avec ça. Vous pouvez même... Voilà. Et donc ça va servir à bloquer une partie de l'Amérique latine, mais qui est déjà bien passée. Et surtout,
tout ce qui concerne la dénonciation de ce que de ce que Verchard appelle pas encore la France-Afrique, mais c'est ça. Donc la grande mystification du Congo, Kinshasa, les ouvrages de Mongo Betty. Et donc tout cela, et surtout la revue cubaine Tricontinentale. Tous ces ouvrages-là, ils seront interdits de publication et chaque sortie sera assortie d'une amende très très sévère. Et là, François va systématiquement republier chaque fois que ça sera interdit, et ce bras de fer, il va le perdre, parce que les amendes seront trop fortes. Elles sont vraiment très dures. Donc, voilà pour la réception, le dispositif de censure. Après, il faut voir aussi, c'est ce dont on parlera peut-être aussi avec nous, c'est à quel point le livre était profondément médiatique à cette époque-là, profondément discuté. Quand on voit le nombre de rencontres en une année autour d'un livre comme celui de Baudelot et Stablet sur l'école capitaliste en France, 70-80 rencontres sur 360 jours. Pour un livre qui en plus n'était pas exceptionnel en termes de tirage non plus, mais on en parlait énormément. Donc il y a vraiment un côté médiatique et ce dont on peut sûrement embellir modestement, je pense avec Bruno, Alain, c'est que finalement les gens, quand ils viennent voir l'exposition aujourd'hui, ils retrouvent ce côté médiatique du livre. Sur tout ce qu'on peut appeler la non-fiction aujourd'hui, sur les sciences humaines et sociales, sur les ouvrages militants, ils reviennent parce qu'ils viennent avec leur petit crayon et ils se disent bah tiens c'est drôle, c'est une manière, voilà. Et ça dès le début à l'exposition, dès 2009 au musée Napoléon, on a vu les gens avoir cette pratique-là, revenir plusieurs fois avec des notes, en prenant des notes. Ça c'était vraiment, on voyait que ça n'avait pas pris une ride. Le livre était encore médiatique. Dans cette médiation-là. Moi, je peux rajouter aussi, on fait de la vente d'occasion, on a pas mal d'éditions Maspero marquantes, et il y a des jeunes gens qui les cherchent sans arrêt, qui les achètent. Donc il y a un retour aussi à des réponses, à savoir et tout. C'est vraiment important, quoi, plus qu'on pense. Dès qu'on en a. Et sur le dernier web, parce qu'après je vais laisser la place à d'autres réponses. Quand Maspero part en 82-83, il a fait beaucoup de tâtonnements dans la fin des années 70, il y avait alternative. Mais en 82-83, du point de vue de la maison d'édition, le tournant il est complètement pris et c'est lui qui l'a dirigé. C'est-à-dire que la maison en 82-83 est parfaitement viable. Et esthétiquement, il l'a fait parce que à ce moment-là, c'est la fin du temps des essais, c'est la fin du temps des pamphlets, il y a une forme de saturation aussi du marché du livre politique, les gens attendent autre chose, c'est le retour du récit, c'est quelque chose qui est partout en Europe, moi j'ai travaillé sur les autres maisons d'édition. Il y a un premier tournant d'industrialisation du monde du livre, de fusion-acquisition, mais en même temps, même du point de vue de la demande, ça bouge un peu, souvent l'édition c'est seulement l'offre, mais pas la demande. Donc de ce point de vue-là, ce tournant vers quelque chose qui relève plus du récit, et plus des modes de traitement du récit, lui, il l'a compris avant tout, et la collection l'a découverte, et du point de vue des tirages, il a complètement conjuré la chose. Donc, bon, j'en termine et je verrai lui. Et donc, de ce point de vue-là, quand il part, il n'y a pas vraiment de déficit, c'est plutôt l'épuisement d'une équipe, et puis aussi, il ne peut plus travailler avec des gens qui sont les mêmes militants. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il veut faire autre chose, hein, ça c'est vrai. Mais de ce point de vue-là, tout est posé. Alors après, la volonté de son successeur de faire sortir Variéfaux du catalogue une semaine avant qu'il ait le prix Nobel, bon, mais des choses comme Gunther Wallraff, qui sera le grand succès des années 80, 90, il l'avait déjà publié. L'État du monde, qui est le grand succès, créé avec Yves Lacoste, la revue de géopolitique, qui est le grand succès des années 80, c'est là. Donc de ce point de vue-là, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au dernier moment, il ne part pas du tout en type has-been, ensuite peut-être son successeur va le montrer un peu rapidement. Il part dans une maison où il a complètement saisi le fil du temps et peut-être même, il se dit que sa place en tant qu'éditeur politique, protagoniste intellectuel tel qu'il l'avait lui, n'est plus de saison. Je pense, voilà. En écho à ce que dit Julien, je voulais rappeler, par exemple, sur un des tournants aussi que François a sorti, c'est sur la question c'est cette collection, je crois que c'était Mémoire du peuple, où il y a eu Louis Barthas, les carnets de guerre de Louis Barthas, qui est un texte stupéfiant sur le genre 14-18, un autre sur Maître Tonnelier, c'est ça? Oui. Voilà, enfin il y a eu le pain nu de Choupoli, moi, de Mitilla, de Mineur, alors ça c'est des grands succès.
Voilà. 100 000, Et ça, c'était avant que ça devienne quelque chose de très présent, etc. Et l'autre chose, parmi ce qui a un moment les erreurs faites par le successeur, par exemple, on oublie, mais dans le lien que disait Bruno, la résistance, et le lien, parce que c'était leur positionnement pendant la guerre d'Algérie était aussi une fidélité à tout cela, ce que Vidal-Naquet a appelé le dreyfusisme dans la solidarité avec le peuple algérien. Ne pas oublier, vraiment, parce que c'est une des merveilles du catalogue des éditions Maspero, ce qui a été fait par, d'une part, Jean-Pierre Vernant et de l'autre part, les voir ensemble, Vidal-Naquet. Vernant a été un très grand résistant. C'est un des rares compagnons de la libération communiste, c'était le chef de la résistance à Toulouse. Donc c'est une grande figure qui n'a pas géré ça comme un capital, exactement comme François. Après, il dit il faut aller bosser. Il a terminé au Collège de France, c'était à la fois philosophe, historien, spécialiste de la Grèce antique, et Vidal-Naquet, qui, lui, est d'une génération légèrement suivante, dont les parents ont disparu dans le génocide, orphelin, et qui, en étant tout jeune historien, s'est totalement engagé. Ça reste l'historien en temps réel de la guerre d'Algérie, avec l'affaire Oudin, la raison d'État, puis ensuite la torture dans la République, le journal Vérité et Liberté, enfin tout ça qui a été fait au jour le jour, et en historien, pas avec cette rigueur et cette précision. Je dis ça parce que ce sont deux très grands historiens qui ont profondément rénové leur discipline, et ça s'est passé aux éditions Maspero. J'insiste parce que, justement, si François avait simplement accueilli tout le bouillonnement militant, on aurait eu simplement une maison d'édition d'une littérature militante. Non, il a fait tout à fait autre chose. Il a fait un vrai travail d'éditeur avec des intuitions, tout en ayant cette pluralité, acceptant le côté tour de Babel de ce moment.